Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de l'invitation. Ça me fait très plaisir de partager avec vous ce que 4 décennies de recherche m'ont amené à comme un certain nombre d'idées et pour une discussion qui soit en effet beaucoup plus intéressante que ce qu'on lit et ce qu'on entend dans les nouvelles, particulièrement ces temps-ci. Et donc, le premier point... Comme ça, ouais. Ça marche. Le premier point, c'est que nous sommes tous des migrants. Nous sommes une espèce animale migrante. C'est ce que nous sommes, ce que nous avons toujours été. La sédentarité est apparue avec l'agriculture il y a 9000 ans dans le croissant fertile, mais la plupart des populations qui nous ont précédés étaient migrantes, nomades, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et donc, je vais poser une question, parce que nous sommes encore migrants. Qui, dans cette salle, levez la main, habite dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? Il y en a, oui. Qui habite dans la ville de naissance de ses 4 grands-parents? Voilà, on a quelques mains levées. La plus grande migration du 20e siècle, c'est l'exode rural. Ce n'est pas une migration internationale. Mais dans les années 20, dans les années 30, quelqu'un qui partait de Gaspésie, qui arrivait à Montréal ou à Québec, c'était un choc culturel important. On n'a qu'à lire les romans de l'époque pour savoir comment on traitait les paysans qui arrivaient en ville. Donc, la migration, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Contrairement à ce que nous disent les politiciens, on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'on migre, parce qu'on a l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Et cet espoir, c'est au cœur de la survie de l'humanité. Et donc ça, on n'arrivera pas à l'extirper. La migration n'est donc pas une anomalie. Les démographes nous disent, je ne suis pas spécialiste, les démographes nous disent que c'est en gros 3,5% de la population mondiale en permanence. En ce moment, 3,6%. C'est la règle. La sédentarité, c'est l'exception. Et même plusieurs d'entre nous avons déménagé pour faire des études, avons déménagé pour un emploi. Certains d'entre nous ou vos parents déménagent pour la retraite. Je veux dire, nous bougeons constamment. Et donc, il y a cette réalité crue que nous sommes migrants, tous, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de migrants, et nos enfants vont migrer également, ou nos petits-enfants. Oui. Il faut comprendre la dynamique de la migration. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les push factors, c'est-à-dire la misère et la violence. On parle des réfugiés, etc. Ils viennent parce qu'ils n'ont rien chez eux et ils viennent prendre nos emplois, etc. On entend ces choses-là. On parle très rarement des pull factors. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de migrants qui meurent de faim au Canada, en Europe, aux États-Unis. Ils travaillent tous, quel que soit leur statut migratoire. On a au Canada, j'invente le chiffre, 750 000, 1 million de travailleurs, de migrants sans papier. Ils travaillent tous. Donc, nous avons des centaines de milliers d'employeurs qui leur offrent des emplois. Et ça, c'est un pull factor énorme. Les migrants sont smart, en bon français. Ils ne vont pas dans les pays où il n'y a pas d'emploi. Ils savent qu'il y a des emplois ici. Ils savent qu'il y a des emplois en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne. C'est là qu'ils vont. Parce qu'il y a des employeurs qui sont prêts à leur offrir à n'importe quelle condition de travail. Il y a des besoins de main-d'œuvre non reconnus. Ce sont les travailleurs migrants sans papier. Des besoins de main-d'œuvre reconnus, les travailleurs migrants à statut précaire. Et évidemment, il y a les expats, mais je ne m'intéresse pas trop à eux. On ne les appelle jamais des migrants. C'est donc les travailleurs migrants qui ont un statut supérieur, là, qui ont parfois accès à la résidence permanente, etc. Mais ils sont travailleurs migrants, ils ont un statut un peu comme les autres, temporaire, mais ils ont du capital social, ils ont des employeurs qui les protègent, ils ne sont pas dans la précarité. Et ça, c'est très important. Donc, rappelons-nous, ce que veut le migrant, c'est un emploi. Et ça, c'est vrai pour les demandeurs d'asile aussi. On veut un emploi, on veut survivre d'abord, et on veut créer un avenir pour ses enfants. Dans presque tous les pays, les États ont défini depuis très longtemps que le contrôle de la migration fait partie de l'exercice de la souveraineté.
d'où l'importance des frontières et la surreprésentation de la frontière comme une clé de la souveraineté. Mais il faut se rappeler que jusqu'à la fin des années 70, il y avait une mobilité générale sur la planète qui était très importante. Des millions de Mexicains sont rentrés aux États-Unis. Des millions de Turcs et de Nord-Africains sont rentrés en Europe. Et ils sont rentrés et ils sont repartis pour les vacances, puis ils sont revenus. Puis les Mexicains sont rentrés aux États-Unis, ils ont perdu leur job, sont retournés au Mexique, ils sont revenus. Il y avait une mobilité. On a fermé les frontières à la fin des années 70. On ne s'en rappelle pas. Pourquoi? C'était déjà un réflexe populiste, à cause des chocs pétroliers qui avaient créé une inflation importante et un chômage important. Hein, on avait une inflation à 13-14 %. Je me souviens d'une hypothèque à 14 %, imaginez. Et donc, les politiciennes qui ne savaient pas trop quoi faire avec ça, la population était angoissée, eh bien, on a fermé les frontières pour protéger l'emploi des Canadiens. Sans se rendre compte que, les migrants continuaient à avoir besoin de venir et que les employeurs continuaient à avoir besoin de ces employés-là, parce qu'il n'y a pas un Canadien qui va faire le job d'un immigrant aux conditions de travail que l'immigrant va accepter. Hein? Le travailleur agricole de Californie qui reçoit 3 $ de l'heure, il n'y a pas d'Américain qui fait ça. On a fait l'expérience à répétition. Il n'y a pas un Américain qui toffe de 6 heures du matin jusqu'à midi. Ils partent tous avant. Les travailleurs migrants continuent. Donc, on a eu ce blocage à la fin des années 70, début des années 80, et immédiatement, on a eu 2 crises. La première crise, c'est la crise des demandes d'asile. L'expression demandeur d'asile apparaît dans les médias en 81. Avant, ça n'existait pas. Il y avait des réfugiés puis des migrants, mais il n'y avait pas de demandeurs d'asile. Ça apparaît en 81. Pourquoi? Parce que tous les gens qui ont besoin de protection avant ce tournant demandaient un permis de résidence, un permis de travail et l'obtenaient parce qu'il y avait de la mobilité. Tout d'un coup, ils ne peuvent plus. Ils sont obligés de demander l'asile. Et là, ça crée une crise parce que tous les systèmes d'asile dans le monde, dans le Nord global en particulier, sont engorgés. Et le mot crise commence à être associé à la notion de migration. Deuxième crise, quelques années plus tard, mais à peine, la crise des sans-papiers. Parce que là, on se rend compte que, puisque les États n'offrent plus de visa pour venir, eh bien, il y a d'autres personnes qui offrent des moyens de mobilité. Les passeurs, qui vont offrir à ceux qui ont besoin de venir et qui vont offrir aux employeurs qui ont besoin d'employés des moyens de mobilité pour remplir. Et c'est comme ça qu'on a aux États-Unis en ce moment à peu près 11 millions de sans-papiers. Ils sont rentrés, alors ils sont peut-être rentrés légalement, mais ils ont perdu leur statut, puis ils n'osent pas retourner au Mexique, par exemple, de peur de ne pas pouvoir revenir. Ou alors ils sont rentrés clandestinement et ils travaillent clandestinement. Donc on a ces crises, et le mot « crise » est associé à la migration depuis plus de 40 ans. Cette précarité, elle est construite. Elle n'a pas été construite volontairement, mais très vite, les États se sont rendus compte que de mettre des migrants dans la précarité, des sans-papiers, par exemple, ou des demandeurs d'asile dans une moindre mesure, eh bien, ça permettait de réduire considérablement les coûts du travail. Ça permettait l'exploitation. Pourquoi? Parce que les migrants ont peur de s'exprimer, ont peur de contester, de peur de se faire renvoyer. Et donc, si vous êtes dans la précarité, vous acceptez ce qu'on vous donne. Et si on vous donne une job, même à 3 $ de l'heure, vous l'acceptez. Et c'est arrivé dans des secteurs économiques à faible marge bénéficiaire et qui ne sont pas délocalisables. On a envoyé tout ce qui est manufacturier ailleurs, mais on ne peut pas délocaliser l'agriculture, la construction, les soins domestiques ou les soins de santé. On ne peut pas non plus délocaliser l'hôtellerie, la restauration. Ni la pêche, ni les mines, qui sont tous des secteurs dans lesquels on trouve des proportions importantes de travailleurs migrants. Et donc, on a établi, sans le vouloir au départ, mais c'est très conscient depuis une trentaine d'années, on a tout un système de cheap labor qui fonctionne grâce à la précarité du statut juridique, qui oblige ces personnes-là à accepter les conditions qu'on leur donne sans se plaindre, parce que si elles se plaignent, elles sont arrêtées, détenues, déportées. Et donc, cette politique d'exploitation, on l'a reproduite à l'intérieur des systèmes de migration temporaire à statut fermé, à permis fermé, parce que
encore une fois, si vous déplaisez à votre employeur, il peut vous renvoyer. S'il vous renvoie, vous perdez votre permis de travail, votre permis de résidence, vous devez retourner chez vous. Or, la plupart de ces migrants ont des dettes parce qu'ils ont dû payer les frais du recruteur, puis les frais du passeur, et puis le frais. Ils ont des dettes à rembourser. Très souvent, ils vont prendre, j'en ai rencontré, ils vont mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans à rembourser les dettes avant d'envoyer un seul sou à la famille. Il faut rembourser les dettes d'abord. Puis les dettes, c'est des dettes à des prêteurs sur gage qui ont des moyens violents pour récupérer ça auprès de la famille, si jamais. Alors donc, il n'y a pas un migrant qui prend le risque de voir sa famille violentée parce qu'il a réclamé ses droits ici. Il a voulu être payé alors qu'il n'a pas été payé depuis 6 mois. Donc, la précarité résulte de l'action des États. Ce n'est pas les migrants qui viennent prendre nos jobs, c'est les États qui ont laissé s'organiser un système dans lequel nous exploitons les migrants pour notre bénéfice, en les mettant dans la précarité et en s'assurant que toutes les personnes qui les contrôlent les empêchent de s'exprimer publiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'agentivité, ils ont une attentivité colossale. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend de la résilience pour faire ce qu'ils font. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement parce qu'ils ont peur de se faire renvoyer. Donc, on a une combinaison de politiques migratoires qui refusent les visas ou qui donnent des visas précaires et d'absence de mise en œuvre du droit du travail. Les inspections du travail dans tous les pays que j'ai visités sont totalement inefficaces à l'égard des travailleurs migrants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Je vais y venir. Cette précarité est construite. Les inspections ne fonctionnent pas. Protester, mobiliser est puni par le renvoi, éventuellement. La syndicalisation est découragée, évidemment, et elle est parfois interdite. En Ontario et au Québec, les travailleurs agricoles ne peuvent pas se syndiquer, n'ont pas le pouvoir de se syndiquer, et ça a été approuvé par la Cour suprême du Canada. Extraordinaire. Le Canada a été l'hôte de l'Organisation internationale du travail pendant la guerre, et nous violons une des règles fondamentales du droit international du travail. Et donc, en faisant ça, en créant cette précarité, les États créent et subventionnent des criminalités. Les passeurs, mais aussi les prêteurs sur gage, les employeurs exploiteurs, les logeurs exploiteurs, tous ces gens-là commettent des infractions, des crimes à l'égard des migrants. On parle beaucoup de la criminalité des migrants, mais le plus grand nombre de crimes commis en matière de migration, c'est des crimes commis contre les migrants, pas contre le reste de la population. Ça permet aussi, cette précarité, dans laquelle le migrant ne peut pas s'exprimer publiquement sur sa situation, ça permet aussi des discours. Merci. Ça permet aussi des discours politiques irresponsables, c'est-à-dire irresponsables au sens où il n'y a pas de responsabilité politique pour ce qu'on dit. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, pas tous, mais dans beaucoup de pays, faire une blague sexiste pour un politicien, ça passe plus. Faire une blague homophobe, ça passe plus. Faire une blague raciste, ça passe plus. Il y en a, on est d'accord. Mais en gros, ça passe plus. Dire n'importe quoi sur les migrants, ça passe. Pourquoi? Parce que tous les groupes minorisés dans nos sociétés qui ont voulu se faire entendre se sont mobilisés pour faire entendre leur voix sur la base de l'égale citoyenneté, que ce soit les travailleurs industriels du 19e siècle, les femmes depuis 100 ans, la communauté LGBT, les autochtones, les détenus, toutes ces communautés qui ont été minorisées dans nos sociétés se sont mobilisées, se sont battues, et les femmes, avec le droit de vote depuis 80 ou 100 ans, ont dû attendre 2018 pour être capables de se mobiliser et mettre le harcèlement sexuel sur la table. Même avec le droit de vote depuis 80 ans. Les migrants sont à des décennies du droit de vote. Ne peuvent pas se mobiliser, ne peuvent pas se syndiquer de peur d'être envoyés. Et donc, il n'y a pas de pushback politique. Et nous, les citoyens, on ne parle pas au nom des migrants. Quand on va voter,
les politiques migratoires, c'est la priorité numéro 27. Là. On veut parler de l'environnement, on veut parler des écoles, la santé, etc. C'est ça qu'on veut dire à nos politiciens. La migration, ça ne nous concerne pas directement. On est citoyen. Pourtant, le migrant a des droits, puis là, je passe très vite. Il a tous les droits que prévoit l'OIT en matière de droit du travail, y compris l'élimination de la discrimination en matière d'emploi, alors qu'on sait que c'est 90% des migrants sans papier sont discriminés et une grande partie des migrants, des migrants travailleurs précaires sont discriminés. Il a tous les droits, le migrant ou la migrante a tous les droits prévus par les conventions sur les droits de la personne. Les conventions sur les droits de la personne, sauf pour 2 droits, c'est des conventions pour tout le monde. 2 droits sont exclus dans la Charte canadienne et dans le Pacte international sur les droits civils et politiques. Le droit de vote et d'être élu et le droit d'entrer et de rester dans le pays. Mais tous les autres droits sont pour tout le monde, chacun dans la Charte canadienne, y compris le droit à l'égalité et l'interdiction de la discrimination. Ce n'est pas respecté. Ceux d'entre vous qui connaissez les objectifs de développement durable, vous vous souvenez des objectifs du millénaire qui ont été adoptés en 2000, qui ont duré jusqu'en 2015. Il n'y avait rien dans ces objectifs sur la migration ou sur les droits de la personne. En 2015, on adopte les objectifs de développement durable et vous voyez ce qu'on fait pour ajouter, parce qu'il y a eu une grosse bagarre de la part des ONG droits de l'homme et des ONG migration, comment est-ce qu'on les inclut? Eh bien, on rajoute les mots « tous et toutes » partout. Parce que quand on dit « droit à l'éducation pour tous », ce n'est pas pour tous, virgule, sauf les migrants, sauf les pauvres, sauf, etc. C'est pour tous et toutes. Et donc, on a fait ça partout. Donc, dans les objectifs de développement durable, cette idée, elle est là, en 2015. Dans le Pacte mondial pour les migrations adopté en 2018, on a quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce que tout d'un coup, 152 États des Nations unies adoptent ce pacte qui a été négocié de façon très intelligente par 2 ambassadeurs et tous les représentants des Nations unies. Ça a été négocié par les États. Ce n'est pas le wet dream d'un mad professor, là, comme moi. Là. C'est adopté par les États, négocié par les États pendant 2 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça dit toutes sortes de choses que les ONG et les mad professors disaient depuis des années et que les États ne font pas. Ça nous donne un plan de match. Alors, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Ça n'a pas une valeur obligatoire, mais ça annonce que les États aimeraient bien faire. Ça annonce que les États savent qu'ils devraient faire. Et c'est très étonnant, parce que c'est le contraire de ce qu'ils font. Et ce que vous ne voyez pas en bas de l'écran, c'est que le principe central du pacte, c'est de faciliter la mobilité. Facilité est utilisée 62 fois dans le texte. C'est étonnant. Et c'est le contraire de ce qu'on fait. On la rend de plus en plus compliquée constamment. Alors, les États du Nord ont beaucoup insisté, surtout l'Union européenne, sur la répression de la migration irrégulière, des passeurs, etc. Et donc, on a ça. Et ce n'est pas complètement idiot non plus, parce qu'il y a de l'exploitation. Mais la plupart des autres objectifs dans le pacte mondial visent à faciliter la mobilité et réduire la répression sur les migrants. Et là, vous voyez, je vous en donne plusieurs. Faciliter l'accès et la flexibilité à des filières de migration régulière. Augmenter le nombre de visas qu'on donne chaque année pour les travailleurs. Permettre aux gens de venir au Canada ou ailleurs pour chercher un travail. S'ils n'en trouvent pas, qu'ils peuvent repartir facilement et revenir facilement, bien, ils vont repartir. Si un Montréalais décide de chercher, ne trouve pas de job à Montréal, décide d'aller voir à Ottawa ou à Toronto ou à Québec ce qui se passe, il sait qu'il peut revenir à Montréal s'il ne trouve pas, mais s'il trouve, il va peut-être rester. Et c'est ça. Ça, c'est ce qu'on ne peut plus faire quand on est migrant et qu'on est face à une frontière qui est fermée pour l'immigration de travail. Faciliter le regroupement familial, favoriser un recrutement juste et éthique et des conditions de travail décentes. Conditions de travail décentes, c'est l'expression de l'OIT. Ça veut dire juste appliquer le Code du travail. Si on faisait juste ça à tous les migrants, ce serait formidable, parce que pour l'instant, ça ne se fait pas. Faciliter les changements d'employeur, ça peut prendre jusqu'à 6 mois en ce moment, avec un permis de travail temporaire. Modification des conditions en bas, vous ne voyez pas, mais faciliter la régularisation du statut, ce qu'aux États-Unis, on appelle the amnesty, pour tous ces criminels là, qui nous ont envahis.
Inclure les migrants dans la préparation aux crises. Formidable, c'est ce qu'a fait l'Union européenne pour les Ukrainiens. On a appliqué la directive sur la protection temporaire. 7 millions d'Ukrainiens, aucune crise politique. Alors qu'en 2015, on ne l'avait pas fait, 1 million de Syriens, ça a été une crise politique majeure. Qu'est-ce qu'on a fait pour les Ukrainiens? On leur a permis de se promener dans toute l'Union européenne et d'avoir accès au marché du travail, à la santé, à l'école, aux services sociaux. Puis on n'en parle plus. Ce n'est pas que ce soit facile pour dans beaucoup de villes, dans beaucoup de services de santé. Il y a des problèmes, c'est vrai, mais c'est des problèmes qu'on gère, on s'organise. Ce n'est pas une crise politique majeure. Sauver des vies, ça, on semble l'oublier. Il y a 5000 morts dans la Méditerranée chaque année, puis personne ne s'en préoccupe tellement. Ne recourir à la détention, faire des alternatives à la détention. Il y en a très peu en matière d'immigration, alors qu'il y en a pas mal en matière pénale. Et là, je vous le lis, assurer l'accès des migrants aux services de base, quel que soit leur statut migratoire. C'est les États qui ont écrit ça. Quel que soit le statut migratoire, y compris pour les travailleurs sans papier. Alors, le Québec l'a fait pour l'école et la santé pour les enfants. Tous les enfants résidant au sens du Code civil du Québec ont accès à la santé et à l'école. Formidable. On a suivi exactement ce principe-là. Et ça se fait dans la plupart des pays, ça ne se fait pas. Et là, je vous l'ai mis en anglais le 16 parce que c'est important. Foster inclusive and cohesive societies by empowering migrants. Qu'est-ce qu'ont fait les ouvriers du 19e siècle, les femmes, les autochtones, la communauté LGBT? Ils se sont donné le pouvoir de parler en demandant l'égalité citoyenne. Empowering migrants. Or, tout le système de précarité que nous imposons à ces migrants est un système de disempowerment. C'est ce que nous les empêchons de s'exprimer, de se syndiquer, de parler, etc. Alors, dans le pacte, il y a des... Et puis alors, oui, ce qui est important pour aujourd'hui aussi, c'est tout en bas, vous ne le voyez pas non plus, mais éliminer toutes les formes de discrimination, encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits afin de faire évoluer les perceptions de la migration. C'est gentiment dit, mais ça demanderait un peu plus de punch. Il y a des angles morts, le pacte n'est pas parfait, il y a des choses qui manquent, entre autres le rôle des villes, qui serait formidable, qui pourrait jouer un énorme rôle, les villes, là, parce que les villes, elles accueillent les migrants. Il n'y a aucune ville qui a fermé sa porte aux migrants. Au contraire, les villes n'attendent que de nouveaux contribuables pour développer des quartiers, développer des services, etc. Les villes sont prêtes à les accueillir. C'est ce qu'on a fait dans l'exode rural. On est capable de le refaire avec n'importe quelle vague migratoire. Donc, ce n'est pas parfait. Le genre est maltraité aussi. L'OIT est à peine mentionné, etc. Bon. Alors, il va falloir reconnaître que bloquer la mobilité humaine, ça a été une erreur fondamentale. Et il n'y a pas un État qui est prêt à le faire. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que si demain matin, les gouvernements décidaient de réparer l'erreur, on aurait des migrants qui auraient du pouvoir, empowered, et qui réclameraient de meilleures conditions de travail. Si on réclame de meilleures conditions de travail, on veut des meilleurs salaires, on veut des conditions de travail plus sécuritaires, ça va coûter cher pour les employeurs. Hein? Je sais pas, en ce moment, les travailleurs migrants à statut temporaire reçoivent 12-13 $ de l'heure pour ramasser nos fruits et nos légumes, quelque chose comme ça. Demandez aux Québécois moyens combien ils demanderaient pour aller faire ce travail qui est très difficile. 30-35 $ de l'heure. Il n'y a pas un Québécois qui va ramasser des fraises 10 heures par jour à quatre pattes, sous le soleil, avec les mouches au mois de juin, pour 12 $ de l'heure. Très peu. Hein? Il y en a peut-être quelques-uns, mais il y en a très peu. Donc, ça augmente les coûts considérablement pour les employeurs. Cette subvention disparaît. Et cette augmentation de coûts va créer des faillites, d'un côté, et va créer une augmentation des coûts des produits et services à la consommation. Et dans les deux cas, les politiciens se mettent à dos des électeurs pour bénéficier à des migrants qui ne votent pas, qui n'assurent pas leur réélection. Et donc, pour l'instant, il y a dans notre système de démocratie électorale, qui est le meilleur système qu'on a jamais inventé, il ne faut pas blâmer tous les politiciens non plus, quand il n'y a pas d'aiguillon électoral, vous ne comptez pas. Et donc, ça va être très difficile de transitionner, et je vais en parler. Donc,
C'est une erreur, ça a été une erreur. Il y a un coût énorme, un coût humain un peu partout, la crise des sans-papiers, le mot crise qui revient tout le temps, etc. Qu'on parle du Darien Gap, par exemple, on en a beaucoup parlé dans les derniers temps. Et les États créent et subventionnent des activités criminelles sans le vouloir. Un peu comme du temps de la Prohibition. On interdit l'alcool et tout d'un coup, on crée Al Capone et des milliers de morts aux États-Unis parce qu'il y a toute une industrie souterraine. Même chose pour les drogues douces. On a aujourd'hui une société québécoise du cannabis qui fait des profits et on évite de criminaliser toute une population et de créer des réseaux criminels. Gouverner la mobilité, ça doit signifier la facilité. On le fait à l'intérieur de nos pays. On le fait à l'intérieur des zones de libre-échange, en Europe, dans le Mercosur. La CEDEAO essaie de faire ça, l'Union africaine essaie de faire ça. On veut faire circuler les gens parce qu'on sait que c'est un bénéfice pour tout le monde. Il faut se préparer et ça réduirait considérablement les coûts. Essayez d'imaginer le coût qu'il faudrait mettre en place pour mettre à la frontière entre le Québec et l'Ontario ce qu'on met entre le Québec et les États-Unis. C'est des coûts colossaux dont on ne se rend pas compte parce qu'on nous dit que c'est urgent, que c'est la sécurité internationale, que c'est essentiel. Il y a des questions de sécurité et on a des services de sécurité qui s'en chargent, mais ils ne sont pas intéressés par les mesures d'immigration de ces services de sécurité. Ils sont intéressés par le renseignement, intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La voie à suivre. Développer de la coopération internationale. Il n'y a pas un pays qui peut ouvrir ses frontières. Et je ne parle pas des frontières ouvertes, là, je parle de contrôler les papiers à l'entrée, mais de laisser rentrer les gens pour lesquels il n'y a pas d'indication qu'ils ne devraient pas rentrer. Aucun pays ne peut le faire seul, il faut le faire collectivement. Pour l'instant, ça ne se fait pas. On pourrait le faire au niveau régional, alors Canada, États-Unis, Mexique. Ce n'est pas avant 4 ans, c'est certain. Il faut éviter les crises. Il faut de la planification stratégique. Toutes les politiques gouvernementales font l'objet de planification stratégique. Hein, les infrastructures, l'énergie, la santé, les autoroutes qu'on construit aujourd'hui ont été planifiées il y a 30-40 ans. Peut-être pas exactement là où on va les construire, mais cette planification, elle est là. En migration, il n'y a pas de planification. Au Canada, on fait la planification des résidents permanents à 3 ans, puis on change chaque année. Ce n'est pas une planification, ça. Et ce n'est pas associé à la planification des autres politiques, démographiques, santé, etc. Donc, il faut planifier beaucoup plus, en se disant à long terme, entre autres, planifier la réduction de l'exploitation de ces migrants. Si on planifiait à 20 ans le rattrapage salarial des migrants sans papiers, etc., avec une réduction du nombre de sans-papiers, si on avait des bonnes statistiques, ce qu'on n'a pas, etc., c'est ça la planification. Et on ne le fait pas. Viser la fluidité aux frontières, permettre à plus de migrants de venir chercher du travail, mais dans des marchés de l'emploi réguliers, normalement réglementés. Adopter une harm reduction philosophy, je ne sais pas très bien comment on dit ça, réduction des dommages en français, mais ce n'est pas bon, c'est harm reduction, c'est meilleur, plutôt que tolérance zéro, parce que tolérance zéro, ça donne des résultats qui sont très, très nocifs, on l'a vu avec le cannabis, avec l'alcool. Ça réduirait la pression sur, par exemple, les demandes d'asile, sur le système des demandes d'asile. Ça réduirait la pression aux frontières. Tout le monde se présente aux frontières avec un papier puisqu'on leur donne des papiers. Assurer une culture de sécurité humaine pour tout le monde sur le territoire. On vient de le faire pour les enfants de migrants avec la santé et l'éducation, mais on devrait le faire pour tout le monde et entre autres en matière de travail. Et donc, mes 2 dernières slides, je surveille le temps. Pour les acteurs de terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est très compliqué. Vous n'allez pas vous convaincre votre député de supprimer l'exploitation des migrants demain matin, parce que votre député, il va regarder combien il y a d'employeurs dans sa circonscription qui emploient des migrants sans papier ou des migrants à statut précaire, puis il va regarder ce que pensent les consommateurs de l'inflation, puis il va dire, bon, ben, peut-être la prochaine fois, parce que ça risque de lui coûter son siège. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, une réflexion, ce qu'on fait aujourd'hui. Réflexion en profondeur avec l'ensemble des acteurs qui ont quelque chose à dire, travailler ensemble, faire des coalitions. Et là, il y a des coalitions qui sont un peu... qui n'existent pas vraiment encore, mais
des associations de migrants, des cliniques juridiques, je vous fais la liste là, des villes, des syndicats, des associations d'employeurs. Pas tous les employeurs exploitent. Pas tous les employeurs ont envie d'exploiter. Il y a beaucoup d'associations d'employeurs qui aimeraient bien supprimer cette concurrence déloyale. Donc là, il y a quelque chose à faire avec les employeurs. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas leur première priorité. Inspection du travail, ministère, chercheurs. Pour les syndicats, ce n'est pas facile, encore une fois. Les syndicats, historiquement, ont considéré les travailleurs migrants sans papier à travail temporaire comme des concurrents déloyaux pour leurs membres, parce qu'ils coûtent moins cher. Donc, les employeurs préfèrent employer ces migrants plutôt que d'employer des gens qui sont syndiqués. Et donc, pour les syndicats, protéger les migrants, ce n'est pas évident. Les fédérations internationales, les fédérations nationales sont souvent d'accord avec l'idée qu'il faut supprimer l'exploitation, etc. Mais le premier moyen pour supprimer l'exploitation, c'est de se syndiquer. C'est ce qui a marché pour les travailleurs industriels au 19e siècle. Et les migrants en précarité aujourd'hui sont dans la situation des travailleurs industriels du 19e siècle. Et donc, moi, j'ai bon espoir que les syndicats finissent par se rendre compte que les migrants sont leurs membres de demain, qui vont payer des cotisations. Qu'ils soient sans papier, qu'ils soient précaires, etc., là, il y a un travail à faire qui est considérable. Proposer des stratégies de réduction progressive de l'exploitation avec une planification stratégique. Passer de permis fermés à des permis peut-être sectoriels, j'aime pas trop, mais peut-être si c'est ça la demi-mesure qu'il faut adopter, puis du permis sectoriel au permis ouvert, sur 5 ans, 10 ans, etc., et avec un soutien aux entreprises, un soutien financier, donc plus de subventions, ça va nous coûter plus cher à nous contribuables, mais peut-être aussi du soutien, puis ça, les syndicats n'aiment pas entendre ça, à la mécanisation de certaines tâches qui sont des tâches extrêmement difficiles et qui pourraient être mieux faites par des machines. On l'a fait dans toutes sortes d'industries, pourquoi pas là? J'ai vu sur YouTube un robot japonais qui est capable de cueillir des framboises. Alors, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais il y a des possibilités de mécanisation qui réduiraient le nombre de travailleurs, mais aussi réduiraient le besoin de travailleurs migrants, peut-être. Il y a tout un travail de réflexion à faire. Il faut réfléchir à toutes ces questions-là collectivement et avec des passerelles à la résidence permanente. Collaborer pour documenter, avoir des statistiques. Par exemple, il n'y a pas de statistiques officielles sur les travailleurs sans papier. Il n'y a que les États-Unis qui en ont parce qu'ils utilisent le recensement à cet égard. Mais nous, on a à peu près le même système de recensement, mais on ne l'utilise pas. Donc, il n'y a pas de chiffres. Le ministre de l'Immigration nous a dit qu'il régulariserait 500 000 personnes il y a 4 ans. Il ne l'a jamais fait. Mais c'est probablement une grosse sous-évaluation. On est plutôt à 750 000 ou 1 million. On ne le sait pas. Il faudra avoir des statistiques. C'est la première règle de la planification stratégique. Campagne publique d'information. Travailler avec les inspections du travail pour les pousser à aller dans les endroits où il y a de l'exploitation. Pas simplement la petite dénonciation, etc., mais des endroits. Et ça demande un courage politique énorme pour les politiciens. Donc, il va falloir travailler à ça. Proposer aussi des accords cadres sectoriels. Pourquoi est-ce que les travailleurs migrants, et ça c'est un travail pour les syndicats, mais pas seulement pour eux, pourquoi est-ce que tous les travailleurs agricoles n'auraient pas le même type de salaire pour le même type de travail, quel que soit le lieu où ils travaillent? Pourquoi c'est toujours négocié à la pièce? Hein? C'est ce qu'on fait autrefois. Il y a eu des grands accords sectoriels en Europe pour un certain nombre d'emplois qui sont des emplois difficiles, dangereux, sales, dirty, les triple D. L'objectif étant de protéger tous les travailleurs, quel que soit leur statut migratoire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra se permettre de faire entrer beaucoup plus facilement, fluidement, aux frontières, avec contrôle, ce n'est pas frontière ouverte, contrôle des papiers, comme ça se faisait dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas de liberté de circulation. On présentait des papiers, mais une fois qu'on avait présenté nos papiers, on pouvait rentrer. On pouvait chercher un job. Si on la trouvait, on allait chercher un permis de travail qu'on obtenait. Et là, il y a tout un travail à faire pour fluidifier ça. Voilà, je vous remercie.